L'argent à 100 $ est le piège que personne ne voit venir. Deux récits s'affrontent au même instant. Le premier dit que tout est déjà fini, que ce mouvement est un excès final avant la chute. Le second affirme exactement l'inverse, que ce marché n'a même pas encore commencé. Les deux utilisent les mêmes chiffres. Les deux regardent le même prix. Mais une seule lecture survivra. Et si vous vous trompez de camp maintenant, ce ne sera pas une erreur abstraite. Ce sera une décision qui vous suivra pendant des années. Parce qu'à ce niveau de prix, ne rien faire est déjà un choix. Et agir sur une mauvaise lecture peut coûter bien plus cher que rester immobile. Aujourd'hui, l'argent frôle les 100 $ l'once. L'or s'approche des 5 000. Ces chiffres paraissent élevés, presque absurdes. C'est précisément pour cette raison que tant de gens concluent trop vite que le sommet est atteint. Mais voici ce que peu de personnes comprennent. Ce genre de conclusion apparaît toujours à un moment très spécifique d'un cycle. Ce moment n'est pas celui où le marché s'effondre. C'est celui où la majorité commence à mal interpréter ce qu'elle voit. Et quand cette erreur devient collective, les conséquences accélèrent. La vraie question n'est donc pas jusqu'où l'argent peut monter. La vraie question est pourquoi tant de gens sont convaincus que tout est déjà terminé. Exactement maintenant. L'événement central paraît simple à première vue. Le prix de l'argent approche les 100 $ l'once, l'or flirte avec les 5 000 et une partie du monde financier regarde ces chiffres en concluant instinctivement excès, euphorie, fin de course. Un tweet résume parfaitement cette lecture dominante. Il affirme que les investisseurs qui n'ont pas acheté l'argent à 20 $ achètent aujourd'hui autour de 93 $ en pariant sur un objectif de 500 $ d'ici fin 2026. Et la conclusion tombe immédiatement. Investor psychology is wild. Mais ce jugement rapide ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans un schéma bien plus large. Chaque fois qu'un actif dépasse un seuil psychologique majeur, surtout un chiffre rond, la même réaction se répète. Les observateurs extérieurs voient un sommet parce qu'ils projettent sur ce marché des règles qui viennent d'ailleurs. Ils analysent l'argent comme une action, comme une entreprise, comme quelque chose qui devrait se comporter selon des modèles familiers. Ce qui est rarement posé comme question, c'est ceci. Et si le problème n'était pas le prix, mais le cadre mental utilisé pour l'interpréter? Et si ce qui ressemble à une euphorie était en réalité une incompréhension structurelle de la manière dont les métaux monétaires évoluent? Parce que remarquez bien ce détail. Ceux qui parlent de blow-off top ne disent pas que l'argent est surévalué selon un modèle propre aux métaux. Ils disent qu'il est trop haut par rapport à ce qu'ils connaissent déjà. Et cette différence change complètement la lecture de ce qui est en train de se produire. Affirmation claire, ce marché n'est pas en euphorie, il est mal lu. Et la preuve est déjà sous nos yeux. Dans ce tweet largement partagé, Rajat Soni, CFA, écrit que « Silver's bull run hasn't even started yet, while silver is in the middle of a blow-off top. » Dans la même respiration, il souligne que ceux qui n'ont pas acheté à 20 $ achètent maintenant autour de 93 en espérant 500 $ d'ici fin 2026. Puis il conclut « Investor psychology is wild ». Factuellement, tout est exact. Le prix était bien autour de 20 $. Il est aujourd'hui proche de 100. Certains parlent bien de 500. Mais voici ce que cette lecture implique sans jamais le dire explicitement. Elle suppose que l'argent fonctionne comme une action classique, qu'un mouvement rapide en fin de cycle est forcément irrationnel, qu'une hausse tardive est toujours le signe d'un sommet. Or, remarquez ce qui manque complètement dans cette analyse. Il n'y a aucune discussion sur la nature monétaire de l'argent, aucune comparaison avec les cycles passés des métaux précieux, aucun cadre spécifique à ce type d'actifs. Tout repose sur une intuition venue de la finance traditionnelle. Et c'est précisément là que le raisonnement se fissure. Parce que si vous appliquez les règles des actions à un métal monétaire, vous verrez toujours un excès là où il y a en réalité une accélération structurelle. Une action réalise souvent ses plus fortes performances au début de sa vie. Puis les rendements ralentissent. Mais l'argent et l'or fonctionnent à l'envers. Les mouvements les plus violents arrivent quand la majorité commence seulement à regarder. Voici le point qui change tout. Ceux qui parlent aujourd'hui de psychologie sauvage regardent un prix.
Ceux qui comprennent ce marché regardent le timing du regard collectif. Et ces deux perspectives n'aboutissent jamais à la même conclusion. Alors posez-vous cette question et écoutez bien ce qui n'est jamais répondu directement. Si ce mouvement était réellement un sommet, pourquoi le raisonnement dominant ignore-t-il complètement la manière dont les métaux ont toujours terminé leur cycle haussier? C'est ici que la situation commence à s'intensifier parce que cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est déjà produite presque exactement de la même manière. À chaque grand marché haussier des métaux précieux, le même scénario se répète. Les prix montent lentement au début. Peu de gens s'y intéressent. Puis soudain, l'accélération commence. Et c'est précisément à ce moment-là que le mot « excès » apparaît partout. Dans les années 70, le marché de l'argent n'a pas explosé dès le départ. Les premières hausses étaient modestes, presque ennuyeuses. Puis, plus on se rapprochait de la fin du cycle, plus la pente devenait raide. Ce qui était considéré comme impensable quelques années plus tôt est devenu normal jusqu'à ce que tout le monde s'y habitue. Aujourd'hui, voir l'argent à 100 $ aurait semblé absurde il y a peu. Maintenant, ce chiffre est presque traité comme une simple étape. Et c'est exactement ça, le signal inquiétant. Non pas la hausse elle-même, mais la vitesse à laquelle l'anormal devient banal. Quand un actif monétaire commence à franchir des seuils psychologiques sans provoquer de choc durable, cela ne signifie pas que le mouvement est terminé. Cela signifie que le marché est en train de recalibrer ce qu'il considère comme normal. Regardez la dynamique actuelle. Une hausse, un léger repli, puis une hausse encore plus forte. La pente se redresse, la volatilité augmente. Et malgré cela, le discours dominant reste étonnamment calme, presque désinvolte, comme si cette accélération était déjà intégrée, déjà digérée. C'est là que l'histoire bascule, parce que les marchés ne deviennent pas dangereux quand tout le monde panique. Ils deviennent dangereux quand quelque chose d'extrême commence à sembler routinier. Et la question suivante devient impossible à éviter. Si cette accélération se normalise, à quoi ressemble vraiment la prochaine phase? C'est ici que les chiffres deviennent impossibles à ignorer, parce qu'on ne parle plus d'opinion, mais de trajectoire mesurable. Au milieu de l'année 2025, une projection simple a été faite. Elle partait d'un principe prudent. Si l'or et l'argent répétaient simplement la performance du premier semestre sur le second, les rendements de fin d'année suivraient une pente déjà impressionnante, mais encore maîtrisable. Cette projection existe noir sur blanc et elle n'a volontairement pas été mise à jour. Voici ce qui s'est réellement passé. La deuxième moitié de 2025 a surperformé la première, pas légèrement. Nettement. L'or a terminé l'année avec environ 64 % de hausse. L'argent, lui, a atteint environ 146 %. La courbe réelle a dépassé la projection. La pente s'est redressée plus vite que prévu. Et c'est précisément pour cela que la ligne finale devient presque verticale. Maintenant, observez la contradiction. Dans le discours public, on parle de sommet, d'excès, de fin de cycle. Mais dans les faits, les rendements ne ralentissent pas. Ils accélèrent. Ce n'est pas le comportement d'un marché en train de mourir, c'est le comportement d'un marché en train d'entrer dans sa phase la plus violente. Et cette différence change définitivement la manière de regarder ce qui se passe. Parce que si 2025 a produit des rendements supérieurs à ses propres projections prudentes, la question n'est plus de savoir si 2026 peut être forte. La question devient: à quel point la dernière phase d'un cycle peut-elle encore surprendre ceux qui pensent qu'elle est déjà terminée? C'est là que beaucoup se trompent de repère. Ils regardent le niveau absolu du prix. Ceux qui comprennent le cycle regardent le taux de variation du taux de variation. Et quand cette dynamique s'enclenche, elle ne s'arrête pas parce qu'elle paraît chère. À ce stade, une idée s'impose, qu'on le veuille ou non. Ce marché ne contredit pas l'histoire. Il est en train de la répéter, plus vite que prévu. À ce stade, tout s'enchaîne beaucoup plus vite que la plupart des gens ne l'anticipent. D'abord, une idée clé s'impose silencieusement. Les métaux précieux ne se valorisent pas comme des entreprises. Ensuite, cette idée commence à circuler au-delà de leur cercle habituel. Puis, les chiffres s'accumulent.
Une hausse à 2 chiffres devient normale. Une hausse à 3 chiffres cesse de choquer. En parallèle, le raisonnement dominant commence à perdre le contrôle du récit. D'un côté, on répète que le sommet est proche. De l'autre, les prix continuent de dépasser les projections les plus prudentes. Cette tension crée une pression constante. Chaque nouveau record invalide un peu plus l'idée que tout est déjà fini. Et chaque invalidation accélère le mouvement suivant. Ajoutez à cela un élément décisif, la vitesse. Les métaux monétaires ne montent pas au rythme des décisions d'entreprise ou des plans stratégiques. Ils se revalorisent au rythme de la prise de conscience collective. Et une fois que cette prise de conscience commence, elle ne progresse pas de façon linéaire. Elle se propage par à-coups, par vagues, parfois en quelques semaines. C'est ainsi que le marché glisse vers une zone instable. Les anciens repères cessent de fonctionner. Les modèles familiers donnent des signaux contradictoires. Et ceux qui attendaient une confirmation rationnelle se retrouvent face à un mouvement qui ne les attend pas. À ce point précis, une seule question reste en suspens et elle devient de plus en plus lourde à ignorer. What happens if this continues? À partir d'ici, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle devient personnelle. Parce que ce mouvement ne concerne pas des graphiques ou des traders anonymes. Il vous concerne directement. Quand l'argent passe de 20 à presque 100 $, ce n'est pas seulement un chiffre qui change. C'est ce que votre monnaie peut acheter. C'est ce que votre épargne représente encore. Imaginez la situation concrètement. Vous travaillez, vous économisez, vous gardez du cash parce que c'est censé être sûr. Et pendant ce temps, un actif monétaire multiplie sa valeur alors que la majorité hésite encore à le prendre au sérieux. Chaque hausse redéfinit silencieusement ce que signifie conserver de la valeur. Et chaque retard rend le rattrapage plus difficile. Ce n'est pas une question d'idéologie ou de conviction personnelle, c'est une question de vécu. Le prix de l'argent qui s'envole signifie que quelque chose d'autre perd sa stabilité relative. Et ce déséquilibre finit toujours par se traduire dans la vie quotidienne, bien avant d'être admis officiellement. Beaucoup de gens ressentent cette tension sans pouvoir la nommer. Ils voient que les chiffres ne racontent plus la même histoire qu'avant. Ils sentent que les repères changent, mais on leur répète que tout est normal. Et ce décalage crée une inquiétude diffuse, difficile à ignorer. Si cette sensation vous semble familière, dites-le dans les commentaires. Parce que ce que vous ressentez n'est pas isolé. Et ce malaise collectif est souvent le premier signal que quelque chose de plus large est déjà en train de se mettre en place. C'est ici qu'il faut dépasser la réaction émotionnelle et regarder le mécanisme froid qui rend tout cela possible. Les métaux monétaires ne montent pas seulement parce que les gens les aiment davantage. Ils montent parce que le système autour d'eux crée les conditions exactes de cette revalorisation. Quand la confiance devient fragile, quand les repères institutionnels perdent en crédibilité, la valeur ne disparaît pas. Elle se déplace. L'argent et l'or bénéficient d'un avantage unique. Ils n'ont pas besoin de promesses, ils n'offrent pas de rendement futur, ils ne dépendent pas d'une gestion, d'un bilan ou d'une croissance. Leur rôle s'active précisément quand tout le reste repose sur la confiance. Et ce déclencheur est invisible tant qu'il n'est pas largement ressenti. Voici le point inconfortable. Le système n'a pas besoin que tout le monde doute pour se réajuster. Il suffit qu'une minorité agissante commence à anticiper la perte de confiance des autres. Cette anticipation crée un effet de levier psychologique. Les prix montent non pas parce que la peur est maximale, mais parce qu'elle devient crédible. Et plus elle devient crédible, plus le mouvement se nourrit de lui-même. Les médias traditionnels ont du mal à expliquer ce phénomène parce qu'ils ne se mesurent pas avec les outils habituels. Il ne s'agit pas de croissance économique ou de bénéfices. Il s'agit d'incitation, de crédibilité et de perception collective. Et ces forces-là agissent vite, sans demander l'autorisation. C'est pour cela que ce type de mouvement surprend toujours. Il ne commence pas par un effondrement spectaculaire. Il commence par un glissement discret de confiance. Et quand ce glissement devient visible dans les prix, il est déjà bien avancé. À partir de là, la question n'est plus de savoir si le système peut revenir en arrière facilement. La question devient, quelle trajectoire prend-il quand ce mécanisme est enclenché? À ce stade, 2 trajectoires commencent à se dessiner. Aucune n'est certaine, mais les 2 sont déjà en mouvement. La première est celle que beaucoup espèrent,
les prix se stabilisent. La confiance revient progressivement. Les métaux cessent de monter aussi vite. Le récit dominant se réajuste sans douleur et ce qui semblait exceptionnel devient simplement un épisode volatile parmi d'autres. Dans ce scénario, ceux qui parlent aujourd'hui de sommet pourront dire qu'ils avaient raison a posteriori. La seconde trajectoire est plus inconfortable. Elle suppose que ce que nous voyons n'est pas un excès isolé, mais une transition. Les prix continuent de monter par vagues, avec des pauses, des doutes, puis de nouvelles accélérations. Chaque repli est interprété comme la fin, jusqu'à ce qu'il soit invalidé. Et chaque invalidation attire de nouveaux acteurs, pas par enthousiasme, mais par nécessité. Ce qui rend ce moment délicat, c'est que ces deux trajectoires se ressemblent beaucoup au début. Elles utilisent les mêmes graphiques, les mêmes chiffres, les mêmes arguments. La différence n'apparaît qu'avec le temps. Et quand elle devient évidente, l'essentiel du mouvement est souvent déjà derrière nous. Remarquez bien un détail. Le marché ne demande pas votre avis pour avancer. Il n'attend pas que le consensus se forme. Il se déplace en fonction des anticipations, pas des certitudes. Et aujourd'hui, ces anticipations sont en train de se reconfigurer lentement mais visiblement. C'est pour cela que l'impression dominante est celle d'un mouvement suspendu, comme si la prochaine décision n'avait pas encore été prise. En réalité, elle est déjà en train de se former morceau par morceau dans les comportements, pas dans les déclarations publiques, et c'est exactement là que tout peut basculer. Voici l'idée qu'il faut garder même quand le bruit retombera. Les grands mouvements monétaires ne se terminent pas quand les prix paraissent élevés. Ils se terminent quand la logique qui les alimente cesse d'être contestée. Tant que le débat existe, tant que les gens hésitent entre sommet et début, le cycle n'a pas livré sa conclusion. Regardez toute cette histoire en une seule phrase. Ce que beaucoup appellent aujourd'hui un excès pourrait être en réalité le moment exact où la majorité commence seulement à regarder. Et cette inversion de perception change tout. La prochaine étape ne sera pas annoncée par un titre spectaculaire. Elle se manifestera par une normalisation silencieuse de niveaux qui paraissent encore choquants. Et quand cette normalisation sera complète, le débat actuel semblera presque naïf. Si vous voulez continuer à comprendre ce qui se joue réellement derrière les mouvements de prix, au-delà des réactions immédiates et des récits simplistes, suivez cette analyse. Abonnez-vous pour les prochaines couches de lecture. Parce que ce qui se passe avec l'argent aujourd'hui n'est probablement qu'un chapitre. Et le plus révélateur est souvent celui qui vient juste après.